Non, même là, live instable. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je me mets à 8000 et ça va toujours pas. Ouais, bien sûr. Trop élevé, mais fous-toi de ma gueule. Je suis à 8000 kbps, mec. Fous-toi de ma gueule, quoi. Putain. Ah bah là, je me vois. Est-ce que je m'entends aussi? Est-ce que je m'entends aussi? Ouais, je m'entends, ok. Enfin, je m'entends et je me vois. Là, vous voyez, c'est mieux, là. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi sur Twitch, enfin sur le site du coup, sur l'application ça va, ça passe. Là vous voyez qu'on me voit et du coup qu'on m'entend aussi. La preuve. On me voit et du coup qu'on m'entend aussi. Vous voyez, là je vous ai montré qu'on m'entend et qu'on me voit aussi du coup. Et je sais pas pourquoi, bah, sur sur le site de Twitch, ça me dit débit instable ou je sais pas quoi. Non mais là c'est n'importe quoi. Alors que quand je vais sur Twitch Inspector, et bah ça me dit que je suis stable justement. Là vous le voyez bien, hein, c'est en direct. Hein. Vous voyez que je suis stable à 8000 kbps. Et sur mon OBS c'est pareil, regardez, je suis à 8200 kbps, c'est stable. J'ai aucune... carrément, paquet perdu réseau 0%, donc ça veut dire que j'ai rien. J'ai aucune image de perdu genre. Donc je sais pas pourquoi sur Twitch ça me met que je suis instable alors que c'est pas du tout ça quoi. On va voir si j'ai rafraîchi la page. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc déjà là sur le site c'est revenu. Ah purée. En fait peut-être qu'il fallait que je baisse le comment dire, peut-être le taux de kbps. Mais je sais pas parce que enfin là vous voyez que quand normalement là je suis entre limite 7000 et 9000 au niveau de la ligne ici là. Je suis entre 7500 et 9500 kbps donc normalement je suis stable. En plus j'ai fait tout pour que bah enfin pour que le live soit stable quoi. Et je sais pas pourquoi d'après Twitch bah c'est instable. Ils disent que le débit de streaming moyen est trop élevé. Alors que pas du tout. Quand je vais dans Twitch Inspector, ça me dit que je suis stable. C'est exactement ce que ça me met là. Hein. Ça me dit que je suis stable. C'est marqué noir sur blanc, toujours sur votre droite. C'est marqué dans le cadre vert là. Enfin, dans le cadre noir et vert du coup. Donc là, je sais pas. Hein. En plus, j'ai remarqué, donc je m'entends bien et tout. En plus, j'ai remarqué, donc je m'entends bien et tout. En plus, donc vous voyez, je m'entends bien. Même sur l'application. Hein. Donc ouais, je m'entends bien. Même sur l'application. Hein. Ouais, je m'entends super bien. Hein. Donc là, enfin, là, je me vois à la fois sur bah, du coup l'application de mon téléphone, donc l'application Twitch du coup, et je me vois en même temps bah, sur le site de Twitch. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi sur le site ça me dit que je suis instable, alors que sur Twitch Inspector ça me dit que je suis stable justement. Donc je pense que sur OBS il fallait sûrement que je baisse un peu bah, le taux de kbps ici, parce que j'étais à 10 000 avant. Et là, je suis à 8000, donc normalement, ça devrait aller, quoi. Comme vous voyez ici, je suis entre 7005 et 9005. Là, je suis stable à 8001 kbps, carrément. Donc voilà, il y a pas de problème. Là, il y a vraiment aucun problème. Là, il dit, je suis stable. Là, carrément, il dit, je suis stable. Donc je sais pas pourquoi sur... bah, sur le... comment ça s'appelle? Je sais pas pourquoi je serais pas stable sur le site de Twitch. Ça me paraît bizarre quand même. Ouais, j'ai beau rafraîchir et ça me met toujours que je suis instable. Alors que sur Twitch Inspector, bah je suis stable. Donc test de configuration incompatible. Audio, vidéo, configuration, je sais pas quoi, d'accord. Tac tac tac. Ça on va le mettre par contre.
Je vais quand même dire à Switch, à Twitch, pardon, de me notifier au cas où si mon stream il devient instable. Ça, c'est important par contre. De me le dire. Voilà. Mais là, ils me disent que je suis stable. Hein. Vous voyez, il y a 5 minutes, enfin, je suis stable à 8000 kbps même. Donc voilà. Hein. Je sais pas pourquoi là sur le site de Twitch, ils me disent que je suis trop élevé alors que je suis stable justement. Même là sur mon OBS, vous le voyez ici là. Je vais mettre en grand quand même, hop. Là c'est marqué paquet perdu, réseau 0%. Donc ça veut dire que je ne perds rien. Ça veut dire que en gros je suis stable quoi. C'est tout ce que ça veut dire. Donc là on me met quoi? Source Media Tracks, ok. Quality, H264 AVC, d'accord. Audio track, bon ça c'est l'audio. Donc, je suis en 30 fps, ok. Donc je suis à 8000, enfin ouais, je suis entre 7000 et 8000 quoi. Ok. Ah oui, ça se rafraîchit toutes les 30 secondes, d'accord. Donc vous voyez, je suis quand même stable. Hein. Par contre, la résolution, bizarre parce que je me suis mis en 720p quand même. Je me suis pas mis en... Attendez, je regarde. Hein. Parce que là, je me suis mis en faible latence. Donc voilà. Peut-être qu'il faut que je fasse ça, hein. Peut-être qu'il faut que je me mette en faible latence. Hein. Je sais pas. Hein. Donc voilà. Par contre, c'est vraiment au niveau de la qualité, quoi. Enfin, de la qualité. Parce que dans la vidéo... Ah ouais, ok. Ouais, résolution de base, je suis en 1080 et en résolution de sortie, je suis en 1080 aussi. Ah ok, d'accord, c'est pour ça. Donc c'est ça, je suis en 1080 mais en 30 fps du coup. Ok, donc c'est pour ça qu'ils me mettent ça, ok. Donc sinon, ouais, je suis à 8000 kbps quoi. Enfin 8011 même. Donc voilà. Peut-être que c'était ça, hein. Peut-être qu'il fallait que je baisse le bitrate ou je sais pas quoi, donc après je sais pas. Et peut-être qu'il fallait que je mette aussi du coup dans... peut-être dans... Pas dans vidéo, mais... Apparence non. Là-dedans non. Peut-être que dans sortie là, dans sortie streaming, peut-être qu'il fallait que je mette bah, du coup réglage faible latence du coup. Et du coup là ça fonctionne de nouveau quoi. Donc voilà. Mais c'est bizarre que ça me dise que sur Twitch, enfin sur le site de Twitch, c'est bizarre que ça me dise que je suis que je suis instable. Alors que sur Twitch Aspecta, bah justement je suis stable. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis mis en faible latence pour voir comment ça donne quoi. Parce qu'à mon avis je devais être en... Vu que j'étais en haute qualité, à mon avis c'est peut-être pour ça qu'il prenait pas le truc. Je pense que c'est peut-être pour ça. Donc là je me suis mis en faible latence et puis bah comme ça, voilà quoi. Je me suis mis en faible latence à 8000 kbps quoi. Et puis comme ça, bah ça va mieux quoi. Comme ça moi ça va mieux. Bref. Donc maintenant que ça va mieux, bah j'ai envie de dire c'est impeccable quoi. Ça, je vais juste laisser ça ici. Voilà, comme ça au moins tranquille quoi. Mais ça, je sais pas ce que c'est par contre. Ah, ok, c'est juste ça, ok. Mais ouais, non, sinon, vous voyez, hein. Alors. Ah oui, c'est ça. Ouais, genre 1080p, mais en 30 fps quoi. Ok. Là, je sais pas pourquoi le débit moyen du stream est trop élevé. Cela peut provoquer des ralentissements pour les spectateurs et une bande passante faible. La qualité de source pourrait être aussi supprimée si le débit est trop élevé. La qualité de source pourrait être aussi supprimée si le débit est trop élevé. Bah pourtant là, le débit, je l'ai baissé. Hein. Donc là, c'est bon quoi.
Genre, je suis à 8002 kbps et sur mon BS, je suis à 8200. Enfin, entre 8100 et 8200, quoi. Donc voilà, hein. Y a pas de raison. Y a pas de raison. Ah, j'ai un snap qui a été vu 100 fois. Ah la vache. Ah, quand même. Ah, il y a des gens, ils sont chauds hein, sur Snap. Hein. Donc voilà, quoi. Non, bah sinon, c'est cool. Il y a des gens, ils sont chauds hein, sur Snap. Hein. Ouais, évidemment, du coup, ça me décale ça me fait un léger décalage du coup sur Twitch, mais ça c'est normal, hein, donc voilà. Ça fait passer fait les gens. Alors, voilà un petit peu sur YouTube. Donc évidemment, ma chaîne a toujours pas bougé, hein. Donc là, je suis toujours à 1003 et quelques abonnés, quoi. Enfin, 1003. Pour vous dire exactement... Attends, on savait quoi? On va aller sur... c'est comment il s'appelle le site déjà? C'est comment il s'appelle le site déjà? On va là-dessus. Ah zut. Non, c'est pas là-dedans. C'est comment il s'appelle le site déjà? Donc non, c'est pas ça. Touk touk touk. Donc c'est pas là-dedans, d'accord. Putain, mon téléphone, je vais essayer de le passer autrement. Sans qu'il essaie de tenir debout. Voilà, hein, ouais, comme ça. C'est que je puisse voir vos commentaires. Sur Twitch, évidemment. Comment il s'appelle le site déjà? C'est un peu comme YouTube, mais mince. C'est pas là-dedans qu'il est là justement? Voilà, c'est ça, je crois. Voilà, c'est exactement ça. C'est Social Blade. Voilà. Donc ouais, je suis à 1030. Hein. Je suis à 1030 abonnés, les gens. Donc voilà. Attends, je vais quand même essayer de voir dans les paramètres si je me remets, admettons. Je sais pas si ça marche par contre. Hein. Je sais pas du tout. Je vais quand même retenter, mais on va voir. Donc dans la réglage, je vais m'en mettre en haute qualité, voir. On va faire appliquer. Hop. Donc comme ça, on va voir si je suis de nouveau stable ou pas. On va faire hop comme ça. Là, on va refresh. Bah apparemment, je suis toujours stable. Ouais, d'après ce que je vois, je suis toujours stable. Du moins pour l'instant. Hein. On va quand même leur dire ça aussi. Hop. Histoire de... On va encore refresh pour voir. Ah mais par contre, c'est le désactive à chaque fois aussi. Du coup, ça me fait quoi ce mon stream? Ah mais par contre, c'est le désactive à chaque fois aussi. Attends, si je fais un truc... là, je vais dans l'accueil. Hop, dans le profil. Hop. Profil. Hop. Ah, il y a pas moins de décalage du coup. Ah, il y a pas moins de décalage du coup. Ah bah voilà. Nickel. Comme ça au moins il y a moins de décalage, ça c'est cool. Là, vous voyez le fait que j'ai remis du coup le paramètre dans sortie, que je me suis remis dans le réglage haute qualité, et bah du coup il y a moins de décalage.
Voilà. Comme ça, si je vais sur YouTube, bon, on va dire il y a à peu près 3 secondes de décalage. À peu près, hein. Ou voire 5 peut-être, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 secondes, on va dire. Vous voyez? Donc, comme ça, au moment où vous avez 5 secondes entre le moment où je parle en vrai et le moment où vous avez le moment où je parle dans le stream. Ça fait 5 secondes. Donc, voilà. Donc, du coup, donc ouais, je suis à 1030 abonnés, du coup. Donc, comme ça, au moins, bah, tranquille, quoi. Voilà. Putain, je regarde au cas où, hein, parce que des fois, je préfère regarder. Ok, donc je suis toujours stable, donc ça moi, c'est cool. Voilà, comme ça, moi, je sais que ça se rafraîchit toutes les 30 secondes. Donc voilà. Et ça, moi, c'est cool. Donc voilà. Hop. Donc après, je vais vous montrer évidemment bah, les autres chaînes, hein. Donc là, vous avez bah, ma chaîne YouTube principale. Et normalement, ici, vous avez ma chaîne secondaire. Donc pour les rediffusions de live Twitch, du coup. Et donc, du coup, ma dernière rediffusion, elle date d'il y a un mois. Bon, ça va en vrai. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Parce que là, celle-là, c'est uniquement pour les rediffusions de Twitch, hein. C'est pour ça que je l'ai appelé le Guitars Gamer VOD. Donc voilà, c'est pour ça les gens. C'est pour ça. Donc voilà quoi. Mais bon après bah après vous avez évidemment ma chaîne Twitch bah normale quoi. Et vous avez aussi bah évidemment ma chaîne principale évidemment. Donc voilà. Donc hop. Voilà, donc ça c'était ma dernière vidéo que j'ai sortie qui est ici là. Voilà. Et du coup. Après des shorts j'en fais pas beaucoup c'est vrai. Mais bon. Là j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'en ai fait 6 du coup. Donc voilà. Après bon bah je stream plus trop sur YouTube. Vous voyez mon dernier Twitch, mon dernier stream pardon. Mon dernier stream sur YouTube c'est il y a 4 ans. Voilà. Donc ça devait être en 2020 je pense. Un truc comme ça. Donc voilà. Et puis voilà, hein. Comme ça au moins bah tranquille quoi. Ça c'est au niveau de ma communauté. Ouais, voilà c'est pareil, les posts YouTube j'en mets plus trop. Parce que bon en vrai vu que j'ai comment ça s'appelle? Vu que j'ai Instagram, tout ça, enfin Instagram, Snapchat, tout ça quoi. Bah du coup c'est plus simple pour moi quoi. Comme ça c'est plus simple. Et puis là du coup vous avez toutes mes vidéos. Ouah, pardon. Donc évidemment voilà quoi. Et puis là vous avez donc toute ma playlist ici. Voilà voilà. Donc ah il y a ah oui c'est vrai. Et oui c'est vrai qu'il y a la fameuse réouverture de Notre-Dame. Enfin bon, apparemment, elle serait pas complètement finie parce que apparemment il resterait encore quelques échafaudages. Ah oui, on les voit là. Là sur le toit, on les voit. Même là, au niveau des fenêtres. Genre ici là. Même un petit peu ici. Ouais, donc elle est pas encore complètement finie quoi.
Genre ils l'ont réouvert aujourd'hui, mais il y a encore il y a encore les échafaudages au niveau du toit ici. Et là du côté droit et côté gauche aussi. Donc c'est qu'elle est pas encore totalement finie, vous voyez. Et là je suis sur CNews évidemment. Ah, il y a même les échafaudages un peu sur le devant aussi là. Donc ouais, en fait ils l'ont pas complètement fini quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont réouverte aujourd'hui, mais bon. J'avoue, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre quand même, mais bon. Et salut à la personne qui est sur le live évidemment. Alors, venez là. On va aller stopper ici. Vous pouvez être très fiers. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau! Nous allons commencer par rencontrer Basmet, qui va vous présenter ses travaux. Vous voyez que nous sommes ici sur un parvis C'est entièrement superbe là de le voir rénové. comme ça. Le parvis est magnifique. Hein. Nous avons pu par anticipation déployer ces J'avoue travaux quand même. Ah, sous comment maîtrise allez-vous? d'ouvrage de la ville. Vous allez bien? Très bien, et vous? Heureux de vous retrouver. Absolument. Merci. Brigitte, Ah bon? D'accord. Ok. tu as vu Basmet? Alors, montrez ça, c'est Alors ici, nous sommes sur le petit parvis, les premières 20 mètres, qui reprennent les dimensions Oh la de la vache plaquette qui existait au IVe siècle et qui nous permet aussi d'avoir cette lecture C'était avant ou ascendante de après la l'incendie cathédrale, ça? où on lève les yeux vers les Je me le ciels. demande. Ensuite, à partir de l'année prochaine, on va construire le grand parvis sur les 80 mètres en plus, qu'on a imaginé comme une clairière en plantant des arbres, une rangée de plus devant l'Hôtel-Dieu, quelques arbres en plus devant la rue de la Cité, et aussi des arbres le long de la Seine pour commencer un véritable parc des berges qui va suivre la Seine jusqu'à la pointe, jusqu'au mémorial de la déportation, 400 mètres de parc, où on va apaiser la rue de la Chvéché pour que les gens qui viennent Ah ouais, à la fois de la d'accord. rive gauche ou de la rive droite arrivent sur un véritable parc et qu'on va inviter les visiteurs de pas seulement visiter la cathédrale et la façade occidentale, mais aussi de faire le tour de la cathédrale et vraiment découvrir tous les Ah, monuments en fait ils ont dû retirer tous les arbres marquent qu'il y avait tellement autour. cette île de la Cité. Oh la vache! Alors ici, Ah, ça quelque fait tout chose drôle. de spécial, on a travaillé Ah, ça avec fait trop- ça la fait tout ville drôle, tout évidemment, drôle. mais aussi avec l'établissement public. Ça fait vraiment Et on bizarre. a mesuré le dallage à l'intérieur de la cathédrale. Vous savez, il y a Ah, c'est un ça, ils ont dû damier, retirer tous les arbres qu'il y avait autour du parvis quoi. le damier à La l'extérieur, vache! parce qu'on a Ah, changé pour pas que ça prenne feu l'orientation du coup. Oui. de ces pierres qui sont Faut que les liées. arbres vous avez prennent mis feu, en quoi. quinconce en fait un peu les Exactement, stries. là Faut vous que les voyez arbres, le ils prennent feu. soleil, en fait, Merde, c'est le incroyable. damier se Ah révèle non, c'est un pour créer cette délire. continuité entre l'extérieur et l'intérieur. Et avec un système de ruissellement aussi, donc Oui, vous allez qui- rafraîchir. Toujours stable. Exactement, qui viendra sur le grand parvis. Ouais. Cette partie-là restera. Ah non, mais c'est un délire les pour gens. entrer dans la Bien cathédrale, les pieds pas mouillés. Mais du coup, sur ces 80 mètres de longueur, 40 mètres de largeur, il y aura une fine lame d'eau, 5 mm seulement, qui va refroidir l'air par évaporation. Le même effet qu'en été, vous sortez, il n'y a plus, on sent que l'air est fraîche. Et ça, on l'a testé avec la ville, ça marche très bien. Et Ça va être... Et Basse, ce on a récupéré les parkings dessous Oui, qui absolument. ne servaient plus à grand chose. Et Alors, avec les architectes Grau, on a imaginé le parking comme un centre d'accueil. Il y aura deux entrées, une Du coup, pour rue celles et de la ceux qui Cité veulent y et aller, ça l'autre va qui va réouvrir sortir demain. à peu près là-bas et qui va aussi Parce que là, ils font nous la replonger dans cérémonie de l'histoire réouverture en du coup sortant aujourd'hui, et et- après ça va et réouvrir en officiellement obligeant quelque demain. part cette lecture C'est le 8 décembre. ascendante de la cathédrale. là, on aura, quand on va sortir, C'est un délire. on va avoir une vue qu'on n'aura oui. jamais eue oui, jusque-là, bien en sûr. fait, sur la Depuis cathédrale. 800 ans. Juste là, là. Depuis 800 ans, ouais. Oui, devant la statue de Donc, les gens Charlemagne. pourront être accueillis en En fait, fait là. Exactement. Ils ont C'est quand on va réagir à ça? Un petit documentaire là. Et un petit avant, une petite pub avant. Voilà.
avril 2019. Hein. Donc ça date d'il y a 4 ans. 4 ans, les gens. Enfin, même 5, je dirais. Parce que en 2019, 20, 21, 22, 23, 24... 5 ans. 5 ans, les gens. Ils ont mis 5 ans pour tout rénover et tout, quoi. C'est une dinguerie. Donc 25 à 30 000 personnes visitent la cathédrale comme tous les jours ou presque. Ah ouais, quand même. Et c'est 25 à 30 000 personnes par jour. Hein. Dites-vous bien, par jour. Jouer à Notre-Dame, c'est le rêve de tout organiste. C'est une lumière qui n'est jamais la même, mais qui est toujours très belle. C'est une odeur qui est particulière. C'est pour les musiciens une acoustique qui est fantastique. Et c'est aussi ce qui s'y passe. KTO diffuse cet office tous les jours. Et pour nous, c'est des vêpres tout à fait normales et standards, comme on les fait tous les jours à Notre-Dame. Et donc, à aucun moment, on imagine quoi que ce soit. Donc, on fait nos vêpres, on termine, et 5 minutes après, on enchaîne sur la messe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, une alarme que personne n'a jamais entendue dans la cathédrale. Your attention, please. Par mesure de sécurité, merci de bien vouloir vous diriger dans le calme vers... 1 heure après, en gros. Genre vers la fin de la messe, quoi. C'était 1 heure après. Hein. Ah ouais, chaud, genre. Pendant la messe, au calme. T'as l'alarme d'incendie qui se déclenche. les sorties les plus proches. C'est très fort. Et c'est entrecoupé de messages qui demandent aux personnes présentes dans la cathédrale de garder leur calme et d'évacuer au plus vite. On voit le portail central qui s'ouvre Ouais, donc, alarme et incendie, quoi. les gens qui commencent à évacuer par le fond de la cathédrale, très calmement. Ah, je me retourne, je prends une photo de la nef vide. Merci de bien vouloir vous diriger dans le calme vers les sorties les En moins de 10 minutes, il n'y a eu plus personne. Oh la vache. plus proches. Et j'envoie Philippe Villeneuve en lui disant « Merci pour ton système sécurité incendie qui ne fonctionne pas. À cause de toi, la messe a été arrêtée. » Une photo de la nef vide et un commentaire un peu ironique dessus, provenant de quelques amis. Je fais « Ah bon, tiens, il s'est passé ça. On a évacué la cathédrale. » Il y a un petit peu d'angoisse qui s'est créée, mais calmement, parce qu'on est sorti doucement, on s'est retiré tout près d'ici, 100 de mètres. Mais vous savez, parfois, l'alarme, elle sonne, et on va faire ce qu'on appelle une levée de doute. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un surveillant, qui va regarder, effectivement, s'il y a un incendie. Bah oui, logique. Ça me paraît logique de faire Your ça. attention, please. Par mesure de sécurité, merci de bien vouloir vous diriger dans le calme vers les sorties les plus proches. Pendant une vingtaine de minutes, il y a le feu au-dessus, Moi, je sais pas on si vous voit entendez rien, bien. on ne sent rien, et donc on discute tranquillement. Mon collègue arrive en face de moi Attendez. et puis arrive avec son téléphone et puis dit au téléphone bon bah je monte. Et là je le regarde et je sens le malaise et je lui dis mais tu veux que je vienne avec toi? Et il me dit oui. Et puis on monte l'escalier et on se retrouve face aux Ça devrait flammes. être bon. Je pense. Le réflexe de régisseur que j'ai pu avoir en arrivant a été celui de faire une photo. Sinon, je bosse un petit peu moins. On est dans Donc, une vous ambiance m'entendez sonore plus, m'entendez crépitante. un peu plus. On entend des choses tomber, mais on ne les voit pas. Au bout de quelques C'est respirations, vraiment dans les je échafaudages. sens que l'air devient agressif et je sens que il faut pas qu'on reste. Et là, boum. Grosse fumée, genre. On avait annoncé que c'était au niveau de la sacristie, alors que le feu avait commencé au niveau de la flèche. Ce qui fait que le feu a pu Oh, prendre, vache. et qu'une fois où on a vraiment localisé la zone de départ de feu, c'était trop tard. Bah ouais. Il y avait une petite odeur de brûlé,
Il y a quelque chose de tiens, ça sent le cramer, c'est pas normal, et en même temps de se dire il se passe tellement de choses dans la rue, il y a tellement de passages que voilà. C'est quand il y a des gens qui se sont mis à partir un peu en criant qu'on s'est dit ok, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Bah ouais, le gros fumée. Moi je sais que le premier réflexe, Direct. je prends la caméra et je commence à filmer. Ouh, la vague arrive, 2 secondes. Mais où on voit bien déjà en fait que la fumée est très épaisse, que c'est pas juste une étincelle qui est en dessous, qu'il y a quelque chose qui est en train de couver en fait. Ça se sent déjà à ce moment-là. C'est horrible. Oh putain, fais chier. C'est pire en pire, hein. Je pense que nous, on va être évacués, Karine, hein. On va être évacués. Bah, en même temps, quand t'habites dans un immeuble qui est face à la cathédrale, oui, tu peux être que évacué en fait. Je sais pas, c'est pas logique sinon. Et là, je vois une énorme fumée qui s'échappe de la flèche de Notre-Dame. Énorme. Je prends mon téléphone et là, j'appelle tout le monde. Je reçois un message, on me dit il y a le feu dans la flèche. Et là, j'ai moins rigolé. J'ai dit bon, on arrête avec ces conneries-là, c'est vraiment pas drôle. Trouvez autre chose. Et ensuite, on m'envoie une photo de l'intérieur de la flèche avec les flammes. Et là, j'ai tout planté. Il est con, lui. Je suis en pleine réunion, j'ai mon téléphone qui vibre une première fois dans la poche. Je l'éteins une deuxième fois, puis une troisième fois. Là, je me dis, bon, je vais peut-être prendre l'appel, ça a l'air d'être important. Et j'ai un de mes associés qui... T'as joué un truc? Et j'ai un de mes associés qui... T'as joué un truc? Ok, c'est bon. Qui me dit, Julien, il y a un départ d'incendie à Notre-Dame. Le délire, quoi. C'était il y a 5 ans, hein. Ah ouais, donc entre quasiment 18h30 et pratiquement 19h, c'est-à-dire une demi-heure, les mecs ils ont débarqué quoi. La vache. Qu'est-ce que c'est ça quoi? La dinguerie. Voilà, 19h nous. Ils ont mis 3 minutes pour arriver. Entre 18h57 et 19h. 3 minutes pour arriver les gars. Des flammes, les volumes de fumée qui sont vraiment énormes, le vent qui appuie tout ça, la hauteur du bâtiment rend les choses vraiment compliquées à combattre et on sait d'ores et déjà que la lutte sera féroce. Donc pour l'instant, vous faites la manip BOH, je vais aller voir le gérant côté pour avoir... Le jour de l'incendie, j'étais au bureau. J'ai un appel de M. Villeneuve qui me dit « la cathédrale brûle ». Donc moi, je lui dis en fait « la cathédrale brûle, arrête tes conneries ». Je pensais que c'était une plaisanterie. En fait, il me dit « non, je plaisante pas, je te préviens, tu ramènes ta gueule tout de suite sur Paris ». Voilà, donc c'est parti déjà en live et tout. Je dis « oula, là, ça plaisante pas du tout ». Bah non. T'as quelque chose qui crame, tu te ramènes direct en fait. Un coup de fil à mon épouse, quoi. Elle, en fait, moi j'étais au bureau, donc moi j'ai pas la télé au bureau. Donc elle voit les images, tout de suite elle m'a dit oui, j'ai vu ton sac, il est prêt. Donc elle savait déjà que c'était fini, c'était parti. Je suis en Lorraine et je me rends immédiatement sur Paris avec mon père. Entre le moment où j'ai commencé à filmer ici, puis au 7e étage, et le moment où je sors, en fait, il y a 15-20 minutes maximum. Oh la vache! Et c'est là que j'ai mes premières images, on voit que les flammes sont sorties. Oh là. Entre le moment où j'étais au 7e étage et le moment où je suis arrivé dans la rue, 20 minutes plus tard maximum, et ben les flammes elles étaient là en fait. Putain, mais c'est atroce! 20 minutes après. Et elle, ouais, en après, fait, faut sur la flèche. Elle ronge déjà un quart du toit, donc c'est vraiment allé très très vite en fait. Bah tu m'étonnes. Et toi la flèche. Bah. Oh la vache.
C'est gigantesque et vraiment démesuré. Bah, tu m'étonnes. Je me rappelle qu'il y a eu un moment, je sais pas si je l'ai un moment sur les images, il y avait un monsieur qui était sur son balcon et qui regardait ça, mais comme si c'était, je sais pas, un son et lumière un peu sympa. J'avais été un peu marqué. Oh, con, mec. Il est là, voilà. Il est là, le monsieur qui regarde ça depuis son balcon. Il m'a marqué, ce monsieur. S'il il est resté longtemps, mine de rien, je pense qu'il ne devait pas comprendre ce qui était en train de se passer sous sa fenêtre. Normal, le mec. Normal. La mission qu'il m'est tout de suite assignée, c'est d'assurer la sauvegarde des œuvres et notamment évacuer la couronne d'épines qui se trouve en plein centre de la cathédrale. Bah oui, logique. À l'intérieur, c'est pas en feu, c'est pas possible. Il n'y avait pas de flammes qui sortaient des baies, donc normalement, à l'intérieur, il y a des trucs à sauver. Donc il faut rentrer. Donc là, je pars avec Franck d'Europe Échafaudage, qui connaît bien aussi le chantier, qui était le chef de chantier. Et on arrive devant le portail de la cathédrale, qui était fermé. En plus, c'était un portail électrique. Autant dire qu'il n'y avait plus d'électricité, donc le code ne servait plus à rien. Donc il fallait l'enjamber. Donc Franck, qui est très grand, l'a enjambé très facilement et très rapidement. Donc vous avez pu sauter la grille Ah ouais, j'ai sauté les grilles en fer forgé qu'on voit là. Et moi, j'ai essayé. Mais comme je suis beaucoup plus petit que lui, je n'arrivais pas à passer ma jambe par-dessus les pics du portail. Donc Franck était en zone et il me dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui dis « Mais on a un engin de chantier. Tu l'amènes et tu défonces la porte. » Donc il me regarde un peu bizarrement, il va chercher l'engin et là il s'arrête et il me dit « Mais t'es sûr qu'on a le droit de faire ça ?» Je lui dis « Mais il y a Notre-Dame qui brûle, qu'est-ce que j'en ai à foutre du portail ?» Donc il a défoncé le portail et c'est en fait par ce portail que toutes les œuvres d'art ont été évacuées. C'est là où entrer par effraction dans un monument, ça a eu son utilité. Ça a un peu ça. Il n'y avait rien d'exceptionnel pour moi au début, c'est après quand on me l'a raconté que j'ai dit ah, ça a participé à ça, quand même. Ouais, à sauver le trésor. C'est aussi une fierté. Ah maintenant oui. La véritable couronne d'épines se situe dans un coffre-fort dissimulé dans la cathédrale. C'est là que commence la réelle chasse au trésor. Ils avaient eu un petit créneau vers, je sais plus, 7h30, 8h, pour pouvoir justement enlever tous les objets avant que ça s'écroule et que là, plus personne ne pouvait y aller. Donc c'était un sacré défi de pouvoir sauver cette couronne. On avait mis au point à la DRAC un plan de sauvetage des œuvres, avec les œuvres d'art majeures à sortir en premier. C'était presque comme une procession très silencieuse. On n'entendait que les pompiers, que les sirènes, que l'eau, le feu. On n'entendait que les pompiers, que les sirènes, que l'eau, le feu. On n'entendait que les pompiers. Mais pas un seul ne parlait. On avait cette boule au ventre qui était... Allez, ce chandelier, au moins on l'aura sauvé. Comme j'ai été filmé plusieurs fois dans la charpente, en fait, je savais exactement ce qu'il y avait là-dessous. Elle me dit en fait, la flèche, on l'aura pas, enfin, quoi qu'il arriverait, c'était indéniable, on la perdrait en fait. Elle va tomber. Logique. Et dans la voiture, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous roulez. Mais aux informations, on entend la flèche risque de tomber, la flèche va tomber. J'ai pas. Donc je disais, pourvu que la flèche tombe pas, parce que elle va tomber où? Elle va. Et puis la flèche, c'est quand même. Enfin, je veux dire, il y a les deux tours de Notre-Dame, mais il y a la flèche aussi.
la voûte s'était pas encore effondrée. Ça venait même de l'intérieur, en fait. Il y avait des flammes qui tombaient dans la cathédrale par le trou de la croisée. Chaud. Et donc, il y avait une espèce de cascade de flammes au milieu de la cathédrale. Donc... Et là, voilà. Au revoir la pêche. Voilà, fini. Là, ça finit tout, c'est couché. Direct. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Elle a penché, ouais, sens du vent, mais c'est En 45 minutes. Quelle horreur. Wow, c'est rapide. C'est rapide de ouf. En 45 minutes, ta vache. Oh là là, quelle horreur. C'était vraiment choquant. Il y avait une vraie tristesse. Je sais que quand la flèche est tombée, j'ai eu du mal un peu à retenir mes larmes. Et puis bon, quand j'ai entendu la flèche est tombée et tout, j'ai dit oh là 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 là. Et là en fait vous roulez, vous dites mais quand je vais arriver sur place, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais trouver? Moi, je me disais, ça va. Est-ce que ça va s'écrouler? Est-ce que tout va brûler? Est-ce que dans quel état on va retrouver ça? J'en sais rien du tout. Il y a le choc, ça c'est sûr. Il y avait le choc, ce sentiment un peu de perdre quelqu'un de proche et de pas pouvoir, de rien pouvoir faire en fait. Bah oui. Lorsqu'elle s'effondre, on entend un bruit sourd, mais il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de résonance. L'effondrement a provoqué un incendie qui risquait de se propager au niveau du cœur, où il y avait beaucoup d'œuvres à protéger. Bah, à cause que la flèche, elle se tombait, quoi. C'est dangereux, quand même. Il fallait qu'on mette en place des lances à incendie, notamment avec le robot d'extinction qui est intervenu à l'intérieur, pour permettre de ne pas exposer nos personnels et qu'elles restent en place de façon autonome. L'horreur dans le train, c'était que j'avais pas de chargeur. Donc j'avais plus de batterie. Et j'entendais les gens faire « Oh mon Dieu, oh là là, mon Dieu !» Et je savais de quoi ils parlaient, mais je voyais rien. Et c'est comme ça que je n'ai jamais vu la flèche brûler. Et heureusement. Mais de quoi hein. Face donc à ces braises et à ces deux beffrois qui sont en train de prendre flamme. La pierre va pas bouger avant un bon moment, c'est ce que j'imagine. Maintenant, tout ce qui est structure, bois, charpente bois et qui tiennent toutes les cloches on va revoir un petit de peu la cathédrale. Ce qui se passe en direct là. On s'en fout. Et alors quand on la retrouve ici, je l'ai eu à côté de moi à Saint-Germain-des-Prés, de l'Auxerrois, pendant 2 ans et demi. Elle était à côté, elle était un peu basse. Il montre un petit peu comment ils l'ont rénové l'intérieur. Sur son piédestal. C'est stylé. Où elle accompagné. Oui, là, sans direct les gens. Oui, on l'a accompagné de Saint-Germain-des-Auxerrois. Il y a eu des milliers de à tous les coups, ils ont dû refaire les statues et tout. Qui ont chanté et prié. À tous les coups. Et moi, je leur ai dit, cette procession fait écho à la prière qu'il y a eu sur les berges de la Seine le 15 avril 19, qui était si forte et
si étonnante en toutes les langues et peut-être aussi en Oh la plusieurs vache. religions. Des gens qui se sont exprimés en disant ça ne peut pas. Mais ils ont dû refaire genre les vitraux et tout. C'est vraiment un des symboles de la cathédrale, cette statue. Oui, oui. Oui. Et vraiment, là, on est, C'est vrai qu'elle heureux. retrouve Et sa puis, hauteur ici. j'ai tenu, moi, personnellement, à ce que l'ambon, pour la proclamation de la parole de Dieu, soit juste en dessous d'elle. Voilà. Elle est la première à écouter la parole de Dieu. Et donc, elle nous regarde et elle nous invite aussi à le faire. Voilà. Et comme cette statue, l'essentiel du grand mobilier d'art de la cathédrale a échappé à l'incendie. Ouais. Parce que là où les voûtes ont tenu, c'est justement là, où notamment dans le chœur, que nous verrons tout à l'heure. Et là où les voûtes se sont effondrées, il y avait heureusement pas l'essentiel du mobilier patrimonial de la cathédrale, dont cette statue qui a survécu. En revanche... Les statues, elles sont je crois, en pierre ou en marbre, je sais plus, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc heureusement que ça a survécu, quoi. Heureusement que ça a survécu. Le pire, c'est qu'ils savent même pas, ils savent même pas qu'est-ce qui a été l'origine de l'incendie, quoi. Les vitraux ont été, Ils savent même pas ce que c'est certains ont encore. été déposés et restaurés, ceux des BO, et les lustres ont été restaurés et nettoyés, les lustres de Viollet-le-Duc. Mais tout le reste de l'éclairage est le travail d'une des entreprises du diocèse que nous rencontrerons tout à l'heure, un sculpteur de lumière. Ils ont dû genre tout nettoyer et tout. Merci. Tout nettoyer, tout dépoussiérer et tout. C'est, je veux dire, magnifique. J'avais pas vu, moi, le baptistère dévoilé. Oui. Ben oui. Monseigneur. Monseigneur. Bonjour Guillaume. Très bien. Alors, oui, c'est un grand moment. Bah oui, enfin, on le voit et dans toute sa splendeur. C'est 2 ans d'aventure qu'on peut enfin dévoiler. C'était une commande très forte et très particulière, une commande de faire un objet contemporain. Peut-être que c'est un des guides, je sais pas, magique, après. aussi fort, aussi puissant. Ah, voilà, quoi. Il fallait embrasser les temporalités. Il y a eu 6 mois de travail seul dans l'atelier, très fort, toute la période du concours, pour ajuster, pour que ces pièces existent ensemble, pour que le baptistère et l'autel, l'ambon, la cathèdre forment une famille. et là, en fait, vous me réposez même la croix derrière. Mais oui. 89. La croix est posée sur l'autel. Elle est incroyable. Nous dit-on, Elle est pelée. Oui, oui. Là, je découvre là. Oui, oui. Vous voyez, et en fait, ce qui est, je trouve, remarquable, c'est que l'autel s'impose, mais n'écrase pas. N'écrase pas, oui. C'était ça, c'était de trouver le bon volume pour avoir une vraie présence et que ça ne crie pas. Donc il y avait aussi cette histoire de matière, parce qu'on est dans cette minéralité retrouvée absolument incroyable. Et évidemment, il y avait une histoire d'immuable là pour les matériaux. Donc on avait soit la pierre, soit autre chose, mais utiliser la pierre, les pièces auraient été absorbées par l'architecture. Et donc juste en décalant et en utilisant le bronze, d'un seul coup, les pièces existent, elles sont là, paisibles, et on n'a pas besoin d'augmenter le volume. Oui, oui. Et elles peuvent, Ça se voit qu'elle a été quand même refaite à neuf. Alors hein. après, il y a eu évidemment tous ces C'est un truc jeux de ouf, hein. de forme. C'est un truc de ouf. Il faut retrouver de la légèreté. Là, il la montre en direct. C'est hein. les voûtes inversées. C'est du direct, là, les gens. C'est les voûtes inversées, mais c'est aussi un bol, c'est aussi Ouais, une c'est marqué en élévation direct. vers le ciel. Et alors en même temps, on a la puissance, hein, parce qu'on fait quand même... Toujours saigneuse, du coup. C'est du bronze, et puis tout ça tient sur Mais c'est une dinguerie, quoi. solidement fixé au sol, mais voilà, donc c'est tout ce jeu pour que ces pièces existent évidemment pendant la liturgie. Tant pis, on voit sur France 24, je veux dire. Faut voir ce qui se dit. On l'a pub, on s'en C'est fout. une petite aventure dans la grande aventure, qui est qu'on a constitué au sein des compagnons des différents corps de métier qui sont intervenus sur l'édifice, architectes, tailleurs de pierre, archéologues. Ah, ça fait pas scanner que je suis en live. Un chœur qui va chanter le cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré. Le 11 décembre prochain, la messe du 11 décembre prochain. C'est vrai que vers 5h30, 6h, il fait déjà nuit, Vous quoi. êtes 80, je crois, à On est constituer ce à peu chœur, près hein. 80 à chanter, oui. On voit arriver, alors qui arrive, Gauthier, vous pouvez m'aider là ou... Non, non. Je serais Peut-être prudent dans la Dominique, mesure où- non. Le patriarche des Maronites. Des Maronites, voilà. Voilà. C'était un chrétien, mais
donc, qui arrivent là, ce sont les dirigeants, les dignitaires religieux et les dirigeants politiques qui vont arriver les uns après les autres. Emmanuel Macron et son épouse vont donc les accueillir. On le disait évidemment, le grand absent, c'est le pape. Voilà, François Hollande qui est il y a François Hollande avec Julie Gaillet. Et Emmanuel Macron souhaitait pourtant sa participation ardemment. Seul un message à destination des Français devrait en principe être lu au début de la célébration. C'est ce qui nous a été indiqué. On va faire un point et en parler avec vous, Natalia Mendoza. Vous êtes notre correspondante à Rome. Suit-on malgré tout, malgré l'absence du pape, cette cérémonie de prêt au Vatican ? Effectivement, cette cérémonie suscite un fort intérêt, une émotion intense au Vatican, car cette réouverture de Notre-Dame a une portée spirituelle importante pour la communauté catholique dans le monde entier. Normalement, il devait être là, le pape François, je sais plus lequel, il y a 5 ans, comme une blessure, une profonde douleur, et qui aujourd'hui, mais du coup, il devait être là, et finalement, il n'est pas là. Comme la ressuscitation la résurrection de Notre-Dame qui est vécue avec une joie intense, avec de la ferveur, avec de l'enthousiasme, avec un engouement qui n'est pas seulement français, donc qui est international, car le rayonnement de Notre-Dame dépasse les frontières et dépasse même les différences religieuses. Il faut savoir que c'est le monde entier qui s'est mobilisé pour rebâtir Notre-Dame. 340 000 donateurs de 150 pays ont contribué à financer le chantier titanesque de cette reconstruction, preuve de l'attachement profond de milliers d'inconnus vis-à-vis de cet édifice, un joyau de l'art gothique, un lieu de mémoire, un lieu de culte, la cathédrale catholique la plus visitée d'Europe. Le pape, je le disais, n'a pas souhaité être présent. Ce n'était pas sa place, Natalia ? Alors, c'est le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, qui a expliqué les raisons de cette absence du pape. Ils ont fait la flèche comme l'été avant, quoi. En disant en substance que le pape n'a pas voulu détourner le regard, détourner l'attention de la cathédrale. Il n'a pas voulu, entre guillemets, voler la vedette de la cathédrale de Notre-Dame. Et puis il y a eu le fait aussi qu'il y a un déplacement du pape qui était déjà prévu en France dans une semaine en Corse. Il sera le 15 décembre prochain. Première visite d'un pape sur l'île de Beauté. Il prononcera 2 discours, célébrera une messe pendant l'après-midi avant de s'entretenir avec le président Emmanuel Macron. Une visite éclair de moins d'une journée à l'occasion d'un congrès sur la religiosité en Méditerranée. Ce sera son 3e déplacement en France après Strasbourg en 2014 et Marseille en 2023. Je vous remercie beaucoup, Natalia. On voit arriver donc un à un les dirigeants. Alors là, c'était les anciens présidents français. On a vu François Hollande, on a vu Nicolas Sarkozy et son épouse. Emmanuel Macron et Brigitte Macron accueillent un à un donc les dirigeants qui sont les derniers invités à arriver. Et après cela, je voudrais qu'on en parle avant d'être surpris, parce que ça va arriver, Dominique Lang, avant que l'on assiste donc à cette réouverture, je dirais spirituelle. Peut-être que c'est des présidents d'Afrique ou je sais pas ce que c'est. À la cathédrale qui est rendue au culte et qui redevient vivante dans un instant. C'est ça, c'est toute cette symbolique-là d'un bâtiment silencieux ou d'un bâtiment plein de bruit des travailleurs, de ceux qui ont permis cette restauration extraordinaire, à rendre d'abord le silence de la prière à ce lieu, et ensuite toute la symbolique des différentes étapes de cette célébration. Il y aura donc d'abord le passage de la porte, et puis ensuite un dialogue avec l'orgue, enfin une messe, genre et qui va symboliquement évoquer il y a plein de gens à l'intérieur déjà. Prière de cet édifice. Puis ensuite il y aura un office qui sera célébré, l'office du soir, l'office des vêpres, et puis le grand chant de louange du Te Deum, qui est le chant traditionnel des grands événements historiques pour dire la joie du peuple rassemblé. Mais arrêtons-nous un instant sur la réouverture des portes. Donc là, l'archevêque va frapper sur la porte. J'avais l'impression qu'il il est devant ce portail du jugement. Et donc il se présente humblement face à l'église.
Et racontez-nous dans le détail ce qui va se passer. Là, on va voir le geste qui est assez compréhensible. La plupart des gestes liturgiques sont des gestes qui parlent par eux-mêmes. Normalement, on n'aurait pas besoin de les expliquer. Ils devraient être suffisamment signifiants. Mais en tout cas, là, ça mérite la peine de le redire. Donc c'est l'évêque qui est responsable, c'est sa maison d'une certaine manière, avec la cathèdre qui lui permet d'être au cœur de son diocèse. Il va se la réapproprier d'ailleurs parce qu'il n'en a pas eu l'occasion. Il va s'asseoir sur cette cathèdre, etc. Et en tout cas, la première étape, comme on le fait dans d'autres célébrations liturgiques, il va frapper cette porte avec sa crosse, qui est un des symboles de son rôle d'évêque, son rôle de pasteur, c'est le bâton du berger, qui évidemment est glorifié par les artistes, mais c'est le bâton du berger qui rassemble son peuple. Et il frappe un geste qui est un vieux geste biblique qu'on retrouve dans des liturgies juives aussi ou dans d'autres formes de célébration de ce type-là. Il frappe en espérant que quelqu'un va ouvrir. C'est un peu la quête spirituelle qui s'exprime. Je frappe et est-ce que quelqu'un va m'ouvrir? Et donc il n'est pas en train de forcer la porte, il frappe en espérant qu'on va lui répondre. Et qui va lui répondre alors? Évidemment, symboliquement, c'est ce bâtiment qui est à la fois un bâtiment qui symbolise le diocèse, mais qui symbolise aussi la présence mariale. C'est un bâtiment dédié à la Vierge Marie et qui, elle-même, est une porte qui permet d'accéder au Christ et donc au mystère de Dieu qui se rend présent à notre monde. Vous voyez, donc tous ces symboles, un peu comme des poupées russes, sont les uns dans les autres et on va les déployer patiemment. Gauthier Rybinski, on voit arriver les dirigeants, alors interrompez-nous si vous voulez vous arrêter sur certains couples plutôt que c'est ça, en fait, les autres personnes qui arrivent là, c'est des dirigeants. Derrière, je pense qu'il y a le roi de Belgique et son épouse. Oui, là encore, vous avez effectivement, là je pense que c'est le duc du Luxembourg, si je ne m'abuse. Toute la présence de ces chefs d'État est aussi une façon de reconnaître que dans les patrimoines nationaux, la dimension ah oui, donc en fait, c'est des chefs d'État, quoi. Est incontestable. Et vous savez très bien qu'il y a des présidents de différents pays, quoi. Pas de conflit, mais de rivalité. Lorsqu'il s'est agi de l'Europe, vous aviez du traité, notamment de Maastricht, il était question de mentionner de manière exclusive le fait que l'Europe était, au fond, une résultante lointaine, mais une résultante quand même du christianisme. Et puis, vous avez d'autres qui se sont opposés à cela. Ça veut dire donc que dans les événements et dans la prise de conscience d'un certain nombre d'enjeux qui sont capitaux, il y a cette question, et d'ailleurs, pourquoi pas, elle est effectivement centrale, de savoir qu'est-ce qui a façonné les pays, sachant aussi que, selon les époques, et là on le voit bien avec la France, vous avez eu la France fille aînée de l'Église, et qui ensuite a, non pas basculé, on a conservé bien sûr cet aspect des choses, mais il y a aussi une autre tradition qui est, allez, on va dire, agnostique. Et vous savez très bien aussi que c'est un enjeu encore aujourd'hui, puisqu'une partie de l'échiquier politique. Et alors voilà, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui arrive. Je disais que cette question-là est toujours d'actualité, et finalement, c'est pas une mauvaise chose, parce que quand on sait que justement la spiritualité est une notion qui s'impose à tout le monde, que l'on ait une croyance religieuse ou non. Et donc, tout ce qui peut être de l'ordre du débat, évidemment pas comme autrefois, justement, où on se cognait dessus, mais tout ce qui peut être de l'ordre de ce débat est quelque chose de profondément à la fois démocratique et intéressant, puisqu'encore une fois, ce sont des sentiments et des appartenances, des opinions, des ressentis qui sont primordiaux chez l'être humain. Mais justement, Isabelle Saint-Martin, pourquoi le politique a-t-il autant besoin de s'approprier l'espace religieux? Il pourrait rester dans son espace à lui. En quoi ça lui apporte une valeur ajoutée ou peut-être une stabilité, une pérennité? Oui, alors là, je pense qu'il y a aussi, comme on dit, l'idée d'un récit positif. Emmanuel Macron, il a réussi ce pari. Le phénix. Bien entendu, grâce à tout le travail des architectes, des compagnons, c'est pas lui qui a mis ça concrètement les mains dans les du pierres. Général Georgelin. Voilà, du général Georgelin, dont le nom était gravé sur la flèche. Mais il a quand même réussi ce pari, et c'est tout à fait
évident qu'il a quand même envie que ça lui soit porté à crédit. Je voulais revenir sur l'idée que cette question du patrimoine, ça dépasse quand même uniquement ces enjeux à la fois politiques et religieux. Par exemple, c'est vraiment aussi grâce à des anticléricaux, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout confiés en dévotion. Parce que sur le site de Twitch, ça met toujours que je suis un sable, alors que sur le Twitch Inspector, je suis toujours sable. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mis à l'index, le roman, dans les années 1830. Vous voyez, donc il y a eu une convergence pour cet intérêt patrimonial, à la fois d'amoureux de ces pierres, de ce patrimoine, de ces cathédrales, pour des raisons spirituelles qui leur sont propres et qui ne sont pas la chef de gouvernement inscrites dans une croyance d'église instituée, et puis rejoints par des gens comme par exemple Montalembert à l'époque, qui a contribué à faire voter la loi de 1845 pour financer la rénovation de Notre-Dame sous l'égide de Viollet-le-Duc et la SUS de 1844 à 1864. Donc on a vraiment eu un élan convergent venant de sensibilités très différentes. Et c'est sans doute aussi cette union de sensibilités qu'on retrouve aujourd'hui. Juste pour les personnages que l'on voit, donc le président allemand Frank-Walter Steinmeier, et qui était précédé du président polonais Andrzej Duda. Clovis Casali, vous êtes avec nous, vous avez une vue magnifique sur Notre-Dame ce soir. Vous êtes peut-être là où il faudrait être, d'ailleurs. C'est la plus belle des vues, parce que quand on est trop près, on ne voit pas ce spectacle magnifique de la cathédrale rénovée. On voit les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui arrivent progressivement. C'est vrai qu'il y a là un dispositif de sécurité important et de très nombreux inconnus, badauds, parisiens, touristes qui ont envie aussi de s'approcher, d'être présents. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde aux abords de Notre-Dame ce soir ? Bien, je peux vous dire que sur les quais de Seine, il y a énormément de monde, des milliers de personnes, jusqu'à 40 000 personnes autorisées. Je pensais pas qu'on pouvait encore s'appeler Clovis aujourd'hui. De sortie un petit peu entassés. Ça fait bizarre un peu. Une petite place pour arriver à voir les écrans géants qui sont disposés le long du fleuve. Et en effet, je suis tout près de Notre-Dame. Le périmètre de sécurité particulièrement étoffé. Il y a 6 000 forces de l'ordre, plus les tireurs d'élite sur les toits, les soldats. L'île de la Cité où nous sommes, où se trouve plutôt Notre-Dame, est complètement coupée du reste de la capitale. Et les chefs d'État arrivent les uns après les autres sur le parvis accueilli par Brigitte Macron et le président Emmanuel Macron, bien évidemment. Ils vont prendre place ensuite dans ils sont 15 000 les chefs d'État ou... pas l'organisation initiale, mais la pluie et les conditions météorologiques avec des forts vents ont un peu chamboulé à la dernière minute cette organisation, et donc ils prennent place à l'intérieur de la cathédrale dans quelques minutes. Un moment très fort de cette cérémonie avec l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, qui frappera de sa crosse les portes de Notre-Dame. De la musique retentira et des chants de l'intérieur. Il fera cela à 3 reprises. Puis ce sera un moment de cérémonie républicaine avec un moment très fort, forcément. Ce film qui sera projeté, ce film qui rendra hommage aux sauveteurs, aux pompiers, à ceux qui ont bataillé contre les flammes, qui ont permis de sauver la cathédrale Notre-Dame il y a environ 5 ans. Ils vont genre projeter un film pour monter, combattre les flammes. Ceux qui ont sauvé la cathédrale, du coup. De sang-froid, de spontanéité pour trouver la bonne solution au bon moment, très rapidement, et bien sûr de courage. Alors forcément, le chef de l'État ensuite dans son discours, qui devrait être bref d'environ 15 minutes, leur rendra hommage, car ces sauveteurs, ces pompiers, tous ceux qui ont œuvré, et bien sûr ceux qui ont permis de restaurer Notre-Dame, ont un rôle très particulier et qui a permis, après à peine 5 ans, on va dire, de rouvrir Notre-Dame. Un temps record pour ce chantier faramineux qui a coûté très cher, mais on en voit les conséquences aujourd'hui avec cette cathédrale si belle qui plaît aux Français, mais aussi au monde entier, qui pourra bientôt... Pour que ça a coûté très cher, ça a coûté très cher. Je vous remercie beaucoup, Clovis. Lise Leroux, quand vous avez découvert Notre-Dame ravagée par les flammes, vous avez fait un état des lieux. C'est vrai qu'il y a eu l'eau, notamment, qui a été envoyée sur Notre-Dame pendant plusieurs heures. Ça a été la cause principale des dégâts pour vous concernant la pierre. Oui, il y a eu l'eau, parce que forcément, il fallait bien qu'ils éteignent les flammes. Dans les parties hautes, l'incendie en lui-même a créé des dégâts sur la pierre.
en créant des éclatements et des dommages irrémédiables, en particulier au niveau des pignons du transept, donc ces grands triangles qu'on voyait de loin avec les roses, qui étaient non pas avec des vitraux anciens, mais des vitraux du 19e siècle, qui étaient complètement explosés. La pierre avait subi vraiment l'influence de la température. Et puis... ça avait fondu, je pense. L'eau d'extinction de l'incendie a eu un impact aussi qui a été très important parce que ça a complètement imbibé les pierres et en particulier les pierres des voûtes. Et, ah ouais, carrément. Une des premières questions qui a été posée, ça a imbibé d'eau. Qui nous a été posée au laboratoire de recherche des monuments historiques, ça a été de donner des informations sur l'impact qu'avait cette eau sur les matériaux, à long terme, ce qu'elle allait devenir et quelle transformation elle pouvait produire, mais aussi de façon immédiate, ce qu'elle modifiait au niveau structurel, en fait. Parce que c'était une masse supplémentaire dans les voûtes. On avait des pierres qui faisaient entre 25 et 30% de porosité dans ces voûtes, donc il fallait imaginer qu'on avait ce poids d'eau en plus sur les voûtes. Et puis des résistances mécaniques qui étaient des résistances mécaniques qui pouvaient être très amoindries du fait de la présence de l'eau. Quand vous parlez des découvertes que vous avez faites, de l'importance du diagnostic, je pense, on parle évidemment d'un chantier qui a allié tradition et modernité. Je pense à ces capacités modernes qui ont été les vôtres, de pouvoir investiguer, de faire des recherches et de faire des découvertes incroyables. En fait, ensemble, on ne savait pas grand-chose. Ça se voit qu'ils se font chier ou pas? Et ce chantier a permis d'en découvrir plus, de comprendre. C'est vrai, ils disent rien et tout. Des voûtes, des pierres. Vous avez découvert beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses parce que c'est des choses auxquelles on n'a pas accès de façon classique dans les édifices. Genre en mode dans leur tête ils sont là, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Ces voûtes soient éventrées a permis de mieux les connaître. Alors c'était nécessaire de mieux les connaître pour les restaurer, c'était absolument nécessaire. Mais ça a permis d'apporter des éclairages nouveaux sur la connaissance je préfère le préciser, du processus de construction des cathédrales gothiques. Twitch aussi, je le précise, c'est le second degré ce que je dis. La cathédrale gothique la plus haute du moment. On a une voûte qui est perchée. Je tiens à préciser, je suis catholique aussi, donc voilà. De comprendre comment elle a été pas moi que je dis ça. En fait, avec les systèmes de cintrage dont on retrouve les traces, mais ça remonte l'humour les gars. Dans l'édifice. Donc tranquille. Et les agrafes qui permettent de faire les liaisons. Et puis, on s'est rendu compte qu'au niveau du chœur, on a une voûte qui est extrêmement fine. C'est une voûte qui fait une quinzaine de centimètres d'épaisseur, ce qui est vraiment pas beaucoup. On voit arriver les invités, on a vu le prince Albert de Monaco, c'est vrai belge qui était là aussi. Denis Sassou Nguesso. Oui. Je savais pas qu'il était là lui. Donc il arrive progressivement. Alors est-ce que c'est le convoi américain qu'on voit arriver? Gauthier, c'est vrai que ces Américains, ils arrivent en nombre pour cette inauguration. Tout le monde voulait être là. Alors Joe Biden n'est pas là. Non. Il est représenté par sa femme. Elon Musk est là. Il a souhaité être là. Je crois. Quoi ça a dû donner Genre Elon Musk il est là quand même à la préfecture. Mais lol. Je crois qu'ils sont 150 dans cette délégation américaine. Oui. En même temps, Joe Biden, c'est un peu normal qu'il soit pas là parce que du coup, c'est un peu Trump qui l'a remplacé du coup. Donc voilà. Que ce soit là ici une célébration à destination de Notre-Dame, un édifice religieux ou d'autres lieux des panthéonisations. À chaque fois, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et compliqué pour les organes de sécurité. Alors là, vous avez raison, c'est vrai que la délégation américaine, on va dire, est massive. Elle correspond aussi un peu à l'idée de... Ça juste m'allumer une petite lumière, genre, j'arrive. Nouveau président élu des États-Unis qui, d'une manière ou d'une autre, et ça je crois que c'est caractéristique de sa psychologie, il y a toujours la volonté d'être imposant d'une manière ou d'une autre. Bien, on l'avait vu quand il avait rencontré Emmanuel Macron la première fois après l'élection d'Emmanuel Macron. Bah voilà, c'est bien comme ça. Une manière aussi d'essayer de prendre l'ascendant sur le président français. Et là, effectivement, dans la mesure où Donald Trump, si l'hypothèse que j'ai énoncée tout à l'heure sur sa volonté de s'adresser aux catholiques, lui qui est très, très imbriqué, d'ailleurs très impliqué dans Volodymyr Zelensky qui arrive. Je me disais, ça ne ressemble pas à une voiture américaine pour un dispositif américain, c'était un peu trop humble. Voilà, donc c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pardonnez-moi, qui arrive à l'instant. Oui, il est là.
si vous voulez, Vladimir Zelensky, là. Pour Donald Trump, à se présenter aussi comme quelqu'un qui est capable de sortir. On a vu que la campagne aux États-Unis était assez ordurière, qu'elle avait été très bas de gamme et de qualité. Là, c'est une façon de dire, vous voyez, je suis capable de m'intégrer dans un événement qui a pour but précisément d'élever le cœur et la pensée. Encore une fois, il y a toujours cette hypothèse, qui d'ailleurs n'est pas forcément c'est en face de l'entrée. exclusive de la première, sur l'idée aussi, la nécessité d'être en rapport avec la minorité. Je pense qu'après, il rentre directement à l'intérieur de la cathédrale pour assister à la messe, quoi. Un certain nombre de catholiques pas la messe de réouverture, du coup. Justement, à l'élection, qui ont soutenu Donald Trump pour son élection. Qui ont soutenu Donald Trump et qui ont soutenu l'effort pour la rénovation aussi de Notre-Dame. On va en parler, on va écouter notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Je rappelle que 20% des donateurs sont américains. Notre-Dame a vu affluer des dons provenant de 150 pays au total. On l'écoute. Ah ouais. Il faut dire que Notre-Dame occupe une place particulière dans le cœur des Américains. Ça a été les premiers donateurs associés à la libération de Paris en 1944 ou tout simplement à un voyage en France ou encore en réalité augmentée a bien sûr été le décor de films comme dans le film Un Américain à Paris ou dans les dessins animés Ratatouille, le bossu de Notre-Dame. Alors au moment de l'incendie, les Américains ont été émus. Certains ont même fait la comparaison avec le 11 septembre. On se souvient à l'antenne, la télé américaine était en direct depuis Paris et depuis, les dons ont afflué. Plus de 62 millions de dollars ont été récoltés outre-Atlantique. Les Américains sont les plus gros donateurs étrangers. Alors derrière ces dons, on trouve bien sûr des multinationales, mais aussi des particuliers, notamment un couple qui s'est marié en 62 millions de dollars, les gens, à Paris et qui a versé que 1994. Les Américains, ils ont donné pour la France pour rénover la cathédrale, quoi. La vache, quoi. Cette contribution des États-Unis, elle n'est pas seulement financière. Ça fait genre 60 millions d'euros, quoi, en gros. Des artisans américains qui ont participé à la reconstruction de Notre-Dame. Voilà, je pense que vous l'avez reconnu. Punaise. Vous le reconnaissez, Gauthier? Ah bah oui. Ah bah voilà. Mais je vous laisse Albert de Monaco. J'étais pas sûre. Je vous laisse le soin de dévoiler. Le prince William qui est là, qui représente son père, qui n'a pas pu venir. Sa belle-mère était là c'est le prince William. Je crois que son père subit un traitement contre son cancer qui l'empêchait peut-être de se mêler à la foule. Et donc voilà, donc il est venu seul puisqu'il est aussi, son épouse aussi reprend progressivement ses activités, mais donc elle a choisi de ne pas l'accompagner. Madame Zourabichvili, la présidente. Après, comme je disais, la cathédrale n'est pas encore totalement finie au niveau des travaux, parce que sur le toit, on voit encore les échafaudages. Donc c'est pour ça. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est une forme de courage assez nette, dans la mesure où vous savez que les forces pro-russes qui ont gagné les élections ont dit Salomé Zourabichvili arrive à son mandat, au terme de son mandat, il n'est pas question qu'elle reste plus longtemps. Et donc, de ce fait, quitter Tbilissi pour se rendre donc à l'événement de ce soir est déjà en soi une forme de risque, bien sûr, pour le cas où la situation se tendrait. Et il y a des sortes de soldats de la cavalerie ou je sais pas quoi là. De rentrer dans son pays. Là, c'est le côté de l'entrée, genre. Que nous voyons. Effectivement, il y a des risques qui sont pris par Salomé Zourabichvili, mais c'est aussi un lieu, une scène diplomatique. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui et demain à Paris. Voilà, les invités qui étaient déjà installés et qui accueillent les derniers dirigeants qui entrent dans la cathédrale. On sait, là, justement, avec le président polonais Andrzej Duda, donc on sait effectivement qu'il y a une proximité assez importante, même s'il y a parfois des dissensions avec l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Et comme nous le rappelait Clovis Casali tout à l'heure, on sait que quand Donald Trump arrivera... Je pense que je vais être live vers 19h, les gens, parce que je pense qu'après, je vais bientôt aller manger. L'allocution d'Emmanuel Macron à l'intérieur donc de la cathédrale. Pour l'instant... Ça fait la 1h15 que j'enregistre mon live, là. Clovis
Oui, on a vu à l'instant Salomé Zourabichvili, voilà, le frère du roi du Maroc. Il y aura. En plus, Macron, il va faire une allocution encore dans la cathédrale de Notre-Dame, du coup. Qui va se dérouler après que l'archevêque ait frappé à la porte, cet intermède musical. Et donc, en fait, ils accueillent les invités sur le parvis, là, et après, ils rentrent dans la cathédrale direct. Macron dans la cathédrale. Voilà, on va voir qui arrive après cela. Et c'est vrai qu'on peut peut-être l'évoquer avec vous, Isabelle Saint-Martin. Là, cet accueil se fait évidemment sur le parvis. L'étymologie du mot parvis remonte au latin paradisum, le paradis. Et il faut se souvenir, il faut imaginer. Là, on a un parvis qui est extrêmement dégagé, mais ce n'était pas le cas il y a quelques siècles. Il fallait imaginer ces dédales de rues par lesquelles passaient les pèlerins. Et puis soudain, ils arrivaient devant cet immense portail et il y avait cet émerveillement sur ce parvis pour entrer dans la cathédrale. Oui, c'est vrai que les cathédrales, elles étaient au milieu de petites maisons, de rues entassées autour, et c'est progressivement, au cours des siècles, que ces parvis se sont dégagés. Et puis ensuite, il y a eu toute une réflexion sur l'aménagement du parvis de Notre-Dame, qui n'est pas fini d'ailleurs. Et oui, je vous en prie, continuez, mais là, c'est vrai qu'on voit à l'image, vu la voiture et vu la personnalité que l'on voit derrière le garde du corps, ça ressemble à Donald Trump. Voilà, vu le nombre de services secrets qui se mettent devant. Je pense aussi. Je pense que c'est Donald Trump qui est en train d'arriver sur ce parvis. Vu toutes les manières qu'il y a, c'est obligé. Voilà, lui qui aime beaucoup filer ces métaphores, ce champ lexical. C'était sûr, ça. Très ravi de nous entendre. T'applaudis, hein. J'entends quelques applaudissements. Il y a peut-être quelques supporters américains vivant en France qui sont venus l'applaudir. Et donc il est venu seul, sans Mélania, mais on sait que son épouse ne souhaite pas participer à toutes ces activités de représentation politique. Peut-être que ça lui fait une forme de répit à Mélania de temps en temps, de ne pas être associée à toutes les manifestations officielles auxquelles son époux est tenu d'assister. Voilà, et on va avoir Donald Trump qui va arriver juste après cela. Et puis enfin, on va commencer petit à petit à quitter cette place politique pour retrouver le spirituel avec l'archevêque Ulrich, Monseigneur Ulrich. Voilà, Donald Trump, dont on le rappelle, en fait, vient de quitter l'Élysée. Il a rencontré Emmanuel Macron en fin d'après-midi. Il a eu une rencontre avec Volodymyr Zelensky. Et dont les relations sont pas forcément au beau fixe avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, non, ça a pu être assez violent. Voilà. Il y a eu des déclarations assez violentes. Il y a eu des déclarations extrêmement, on va dire, insultantes à l'endroit d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que, d'une manière peut-être un peu plus diplomatique, le président français ne s'est pas privé non plus de renvoyer, pas à ses chères études, mais un peu dans les cordes, le président désormais élu des États-Unis. Voilà, donc en principe, voyez, à l'américaine. Le petit geste qui fait que je te montre que je suis un petit peu plus fort. C'est pas, on va pas en faire un fromage, mais il y a ce genre de démonstration. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi. Voilà, le dernier, puis il avait une petite tape sur le dos, c'est moi qui gagnais, j'ai fait le dernier geste. Et ben voilà. Bon, écoutez, on va pas faire de l'analyse psychologique, non, mais voilà, gestuelle. Le comportement de Donald Trump, il se la raconte, Trump. De la sorte. Il se la raconte. Alors, sera-t-il applaudi à l'intérieur comme Volodymyr Zelensky? Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si on va avoir la séquence. À mon avis, je crois pas. La Tour Eiffel, en tous les cas, c'était le dernier chef d'État à entrer dans la cathédrale. Et donc maintenant, on va attendre Monseigneur Laurent Ulrich qui enfin va se présenter. Je le disais tout à l'heure, Dominique Lang, c'est la première fois en fait qu'il va prendre possession officiellement de son siège. Oui, c'est toujours des cérémonies d'ouverture qui marquent une étape. Mais de fait, il a été présent tout au long du chantier. Il a suivi les travaux. Il y a eu déjà des petites célébrations de prières au fur et à mesure des étapes et que les espaces se dégageaient. Et puis il y a eu tout le travail de repenser l'espace liturgique qui de fait
habité déjà le lieu d'une multiple manière. Et là, on en voit simplement les fruits et la mise en place totale. Lise Leroux, quand vous voyez arriver tous ces dirigeants qui maintenant sont dans la cathédrale, vous sentez le détachement se faire progressivement? Ça se fait par étapes? Oui, ça s'est fait par étapes. Moi, il se trouve que factuellement, le chantier, pour moi, le travail a été terminé il y a à peu près un an et demi. Donc, j'ai déjà créé ce détachement qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un recul, enfin une vision avec un peu plus de recul. J'ai des collègues qui sont toujours un petit peu dedans encore aujourd'hui et qui vivent les choses un petit peu différemment. Voilà, il y a une vraie rupture aujourd'hui avec la restitution de cet édifice à son affectataire. Et puis aussi à l'ensemble de l'humanité, puisqu'elle va redevenir accessible à tout le monde. Et ce qui est très beau, on a entendu des compagnons dire notamment, ce qui est incroyable, c'est que maintenant je vais dans la cathédrale, j'entends des commentaires et l'émerveillement, et cette personne ne sait pas que j'ai participé à. Et c'est vrai que ce qui a été fait de la part des compagnons passe à la postérité. C'est pérenne, ça atteint un état presque d'immortalité, même si on sait qu'il y a toujours des risques de destruction. Mais c'est quelque chose qui va durer au-delà d'une vie d'homme. C'est quelque chose qui va durer, et c'est quelque chose qu'on peut lire dans l'édifice et qui est la principale action qu'on met quand on fait de la restauration d'un monument. Il y a la restauration de la sculpture, des œuvres d'art, de la peinture, mais il y a aussi la conservation du geste, en fait, de la personne qui a travaillé il y a 800 ans, qui a laissé sa trace d'outil sur les murs bahus qui ont été incendiés, et on a fait de notre mieux dans les procédures de restauration pour que ces traces de l'humain qui avait construit l'édifice soient préservées. Et c'est dans l'anonymat. Cet anonymat, il existait déjà à l'époque, et il continue aujourd'hui avec ses compagnons qui entendent parler d'eux sans savoir voilà, qui sont... On voit Donald Trump qui est en train de s'installer, qui dit bonjour aux dirigeants qui saluent les dirigeants qui sont en train de s'installer. Il dit bonjour aussi, pourquoi pas. Isabelle Saint-Martin, le propriétaire de la cathédrale, c'est l'État. Il y avait donc une répartition très claire dans le chantier, mais c'est vrai que Dominique Lang l'évoquait à l'instant, ce travail, ce chemin liturgique, ça appartenait à l'archevêché. Et ça, c'est un dialogue qui a pu être remis en place, repensé et remis en place et évolué pour cette réouverture. Oui, c'est ce qu'on va voir enfin en entrant dans la cathédrale. C'est que à la fois, les pierres sont nettoyées, elle est blanchie, il y a les couleurs de Viollet-le-Duc dans les chapelles, il y a aussi des œuvres, des grandes peintures qui ont repris leur place. Et puis, il y a un chemin liturgique qui est repensé de façon à conduire le visiteur. On va voir dans l'entrée, on l'a déjà vu dans les photos avec Emmanuel Macron, le baptistère. Donc, on rentre par cette initiation chrétienne. Et puis, il y a un cheminement qui est proposé depuis une allée dite de la promesse qui reprend le thème des patriarches qui annoncent la venue du Messie, la crucifixion. On verra dans l'axe, on a tous le souvenir de la croix dorée de Marc Couturier au-dessus de la Pietà de Coustou. Donc là, c'est le thème de la Passion qui est dans l'axe de l'entrée de la cathédrale. Et puis le retour avec un chemin dit de la Pentecôte, de l'Église. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va revoir à la fois les couleurs de Viollet-le-Duc dans les chapelles qu'il avait décorées, mais à l'époque, au 19e siècle, on n'avait pas envie d'avoir les grands tableaux du 17e, 18e. On estimait que l'architecture était mieux servie par la peinture que par les tableaux. Et là, on va avoir à la fois ces chapelles peintes, quelques-uns des grands mets de ces tableaux offerts par la Guilde des Orfèvres au mois de mai en l'honneur de Marie, et les nouveaux apports. Tout n'est pas encore installé. Il y aura des tapisseries qui vont notamment prendre place dans les chapelles et qui repensent ce cheminement, cet accès, cette lisibilité de l'édifice et de sa signification. Donc ça va être un ensemble que j'ai hâte de découvrir, évidemment, comme beaucoup.
On a vu Salomé Zourabichvili, la présidente géorgienne derrière Donald Trump, le saluer. Et à l'image en voiture, alors à nouveau des voitures qui ressemblent à une délégation américaine. En fait, il y a encore, effectivement, c'est vrai qu'il manque Jill Biden, Gauthier. On ne l'a pas encore vu arriver. Et donc, elle est apparemment en train d'arriver. On a vu une grande silhouette, je crois que c'était Elon Musk aussi, qui traversait rapidement. Mais on n'a pas plus d'images que ça. Est-ce qu'il y a une volonté qu'on ne s'arrête pas trop sur lui non plus, qu'il devienne la star de ce... Parce qu'il était incapable de s'approprier, d'approprier l'attention. Là, attendez, là, je pense que c'est Jill Biden. On peut lancer les paris. Je crois que c'est Jill Biden qui va sortir de la voiture et qui est là pour représenter son époux. On peut se demander où est-ce qu'ils dorment. Est-ce qu'ils dorment à l'ambassade américaine? Est-ce qu'ils sont sur des étages séparés? Non, tout dépend aussi de la voilà. Elon Musk, voilà. En tant que ministre finalement du gouvernement américain et qui a à cœur bien sûr c'est quelqu'un qui aime la mise en scène et sa propre mise en scène bien sûr. Voilà, là il y avait le selfie à l'image, c'était parfait, caricature absolue, voilà. Sans en douter. Et d'ailleurs, bon, on s'étendra pas là-dessus parce Jill Biden, effectivement. Jill Biden, sur ce qui est intéressant pour les Biden, c'est que comme vous le savez, Joe Biden est catholique. Ah donc oui, il n'y a pas de Joe Biden, mais par contre il y a sa femme, qui est donc du coup Jill Biden. D'origine irlandaise. Et tout à l'heure, il y avait, on avait vu, comment ça s'appelle, Elon Musk. C'est-à-dire à une époque où il y avait toujours, disait-on, un engagement plus progressiste du côté catholique que du côté évangélique. C'est la personnalité de Biden, par exemple, qui est formée à, comment dirais-je, à une forme de contestation, le mot est trop fort, mais de ce que peuvent être, en quelque sorte, un certain nombre d'arrêts de l'Église catholique sur des choses très précises. Bref, en tout cas, je crois que je vous laisse ici, les gens. Voilà, je voulais juste voir un petit peu comment ça se passait pour voir comment ils allaient célébrer, du coup, cette réouverture, quoi. Parce que là, je pense qu'ils vont assister à une messe, enfin tous les représentants de l'Europe, ils vont assister à la messe du coup pour la réouverture du coup de Notre-Dame de Paris, quoi, qui avait cramé du coup il y a 5 ans. Donc voilà, et donc voilà. En tout cas, nous on se retrouve du coup lundi matin sur ma chaîne YouTube principale. Et puis cette rediffusion là de Twitch, je sais pas encore quand est-ce que je la mettrai, sûrement peut-être un week-end, je verrai, ou dans la semaine, ça dépendra, voilà. Donc en tout cas, je vous dis déjà à lundi sur ma chaîne YouTube principale en vidéo évidemment, et donc du coup je vous dis à la prochaine pour un prochain stream sur ma chaîne Twitch, les gens, voilà, si tout va bien, hein. Voilà. Donc voilà, c'était le Xas Gamer sur Twitch, les gens, donc voilà, et je vous dis ciao, portez-vous bien, voilà, ciao les gens.